bienvenue dans ce nouveau numéro 2 aux sources. C'est comme ça que s'appelle mon émission. Je suis très contente aujourd'hui de recevoir Kevin Boucaud-Victoire. Kevin, vous êtes, on va se tutoyer même si on a mis Facebook depuis longtemps. Enfin, on va se vous voyer même si on est amis Facebook depuis longtemps. Vous voyons-nous alors hein? Oui. Je sais pas, voilà, c'est toujours le même débat, mais comme j'ai tout écrit en vous, donc voilà, on va se vous voyer. Donc Kevin Boucaud-Victoire, bonjour, vous êtes journaliste, vous êtes également depuis peu professeur remplaçant dans un lycée en sciences économiques et sociales, en section sciences économiques et sociales. Donc vous êtes journaliste, je l'ai dit, vous êtes cofondateur de la revue en ligne Le Comptoir, qui depuis peu paraît également en version papier. Je le dis pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez vous la procurer dans certaines librairies dont vous trouverez la liste sur le site de la revue du Comptoir, lecomptoir.org, et vous pouvez également la commander en ligne. Là, je vous montre, c'était le numéro 1 qui date de septembre 2016, dans lequel on parlait socialisme. Cherche socialiste désespérément, était le titre du dossier. On trouvait un entretien avec l'atelier grenoblois pièces et main d'œuvre, un entretien avec l'historien François Jarige, un papier sur Jack London, enfin un tas de trucs très intéressants que je vous recommande. Vous êtes donc la revue Le Comptoir est une revue, là je vous cite, socialiste et décroissante, oui, qui se place sous le patronage de figures comme, je vais en citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus, George Orwell, Marcel Mauss, mais également celle du philosophe montpelliérain Jean-Claude Michéa, ce qui vous avait valu l'intérêt mi-amusé, mi-inquiet de la journaliste du Monde Ariane Chemin, qui publiait à l'occasion de la parution du dernier livre de Jean-Claude Michéa un papier intitulé « À la rencontre des jeunes conservateurs sans complexe ». Et donc la revue du Comptoir, et donc vous étiez associé à d'autres revues qu'elle appelait une nouvelle génération de revues antilibérale qui, sans aller, là je la cite, qui sans aller jusqu'à remettre en question la démocratie, étaient tout de même des conservatrices assumées, anti-modernes, anti-progrès, décroissantes, voire chrétiennes pour certaines. Et les autres étaient la revue Philite, qu'on trouve également sur le net et en librairie, et en librairie, papier, effectivement. Bien sûr. La revue Limite, la revue Hackathon et une autre Rascar Capac, que je ne connaissais pas avant ce papier, mais voilà, que je vous invite à aller voir, c'est intéressant. Et donc, juste pour revenir sur ce papier et pour vous situer, vous et vos amis de la revue du Comptoir, parmi tous les termes employés par Ariane Chemin, lesquels vous revendiquez et lesquels vous posent problème. On va commencer par antilibéral. Alors antilibéral, oui, c'est le plus naturel, c'est-à-dire que la revue du Comptoir remet en question le libéralisme économique, ce qui est assez classique, on va dire, au sein de la gauche radicale, mais en plus même le libéralisme politique et le libéralisme culturel. Donc nous sommes intégralement antilibéraux, effectivement, oui. D'accord, on va développer plus tard ce que vous appelez par libéralisme culturel. Ensuite, vous êtes à moitié antidémocrate, c'est-à-dire vous n'allez pas jusqu'à remettre en cause la démocratie. Alors ça, je pense que c'était peut-être la phrase la plus absurde de l'article, ouais. C'est-à-dire nous n'allons pas jusqu'à remettre en question la démocratie, non. Enfin, si par démocratie, on entend la démocratie libérale et représentative, donc qui tient sur un État donc axiologiquement neutre. La représentation politique et l'état de droit, nous remettons en question effectivement ce schéma, mais parce que nous sommes en fait plus radicaux que ça, c'est-à-dire que nous sommes partisans d'une démocratie plus directe. Il y a jusqu'à même des conseillistes dans la revue. Donc voilà, si nous critiquons... pardon, vous pouvez préciser. Donc, le conseillisme qui vient à la base de Rosa Luxembourg, donc une intellectuelle et révolutionnaire marxiste, en fait, c'est une branche du marxisme
au départ, qui a d'ailleurs débordé du marxisme depuis, qui au départ c'est ce qu'on appelait le communisme de conseil, donc qui défend une société sans État où les décisions se prennent à la base par des conseils ouvriers qui choisiraient en gros donc les grandes orientations politiques, mais aussi tout ce qui concerne la production, voire la consommation, quoi. D'accord. Donc voilà, en fait, ce que vous remettez en cause, c'est une certaine forme de démocratie, de la que démocratie, nous estimons ne pas être la démocratie en réalité, voilà. Voilà, je pense que ça parlera à certains de nos abonnés. Conservateur. Alors donc quand Ariane Chemin m'avait demandé, je lui avais dit que je ne récusais pas forcément le terme et que je ne le défendais pas. C'est-à-dire si tout dépend de ce qu'on entend par conservateur. Si on entend par là que contrairement à d'autres on va dire socialistes, je ne veux pas forcément faire table rase du passé, mais je pense en fait que le socialisme doit s'appuyer sur certaines bases anthropologiques, certaines valeurs de la société qui existent déjà. Donc oui, je suis conservateur dans le sens où je veux les conserver, mais en même temps j'irais aller jusqu'à donc cette formule de Proudhon dans Toast à la Révolution qui disait que pour être réellement révolutionnaire, soyons à la fois conservateurs et hommes de progrès. C'est-à-dire défendons une certaine base anthropologique, mais en même temps ne conservons pas tout. Voilà. Ouais, en gros, donc, on garde ce qui est bien. Et exactement, puis... donc ça aurait pas été un qualificatif qui me serait venu comme ça, mais c'est vrai que contrairement à d'autres à gauche, quand j'entends le mot conservateur, je me bouge pas forcément le nez, voilà. Ouais, d'accord. Et on en reparlera aussi également après de l'association que beaucoup font entre conservateurs et libéraux, voilà, et du paradoxe que ça peut constituer, voilà. Anti-moderne. Anti-moderne, pareil, c'est assez compliqué. C'est d'ailleurs un débat qu'on a au sein même du comptoir. Certains diront que non, nous ne sommes pas anti-modernes. Moi, je dirais plutôt oui, mais tout dépend de ce qu'on entend encore par anti-moderne. Ça dépasse. Voilà, c'est toujours la même question. Donc, pour moi, si je considère la modernité comme une forme d'anthropologie en fait individualiste, c'est-à-dire où l'individu prime sur le reste de la société, effectivement, je remets en question cette anthropologie moderne. En même temps, je ne remets pas forcément en question tous les acquis de la modernité, c'est-à-dire que finalement, on est entré dans des sociétés où on est capable, on a cette volonté de s'autogouverner. Les notions de liberté, d'égalité, pour moi, n'étaient pas possibles avant la modernité. Donc ces notions-là, je les garde. Je dirais que je suis un moderne, anti-moderne. D'accord. Pour même cultiver le paradoxe. Dans la réponse que vous aviez faite à l'article, vous disiez que vous étiez plutôt des anti-postmodernes. Oui, alors en fait cet article a été écrit à quatre mains, donc moi et un de mes camarades que je salue, Galad Wilgos, et donc la formule était de lui. Effectivement, c'est vrai qu'on attaque plus généralement la postmodernité, que j'estime être en fait la seconde phase de la modernité, la phase liquide, comme dirait Zygmunt Bauman, qui se caractérise en fait par la sortie, on va dire, des grands récits, par un relativisme exacerbé et un individualisme lui aussi exacerbé. Voilà. Ok. Et dernier, c'était lequel? Ah oui, anti-progrès. Anti-progrès, on va en revenir à conservateur quand je disais que j'étais à la fois homme de progrès et de conservation. Sur le progrès, en fait, on est anti-progrès avec un grand P, c'est-à-dire la croyance dans le progrès, l'idée que demain ira forcément mieux qu'aujourd'hui, ou qu'aujourd'hui va forcément mieux qu'hier. Je pense, sans se dire que hier valait mieux qu'aujourd'hui. Il suffit de regarder certaines choses. La condition des femmes est meilleure aujourd'hui, la condition des minorités ethniques, etc. Mais je pense que certaines choses étaient meilleures dans le passé, et surtout tout ce qu'on nous vend comme le monde de demain, le transhumanisme par exemple, etc., n'est pas forcément meilleur. Donc là, je vais encore m'amuser à citer un de mes auteurs fétiches, George Orwell, qui disait que quand on lui propose quelque chose comme un progrès, il se demande avant si ça nous rend plus humains ou moins humains. Voilà. D'accord. Et alors là, du coup, je vais en rajouter suite à votre en rapport avec votre t-shirt. Je vous remercie d'apporter un peu de couleur dans cette émission. Est-ce que vous êtes communiste?
Alors, je suis militant au Parti communiste, donc. Ah oui, ah, c'est bien, je savais pas ça. Militant, vous avez une carte au J'ai ma carte au PCF depuis 5 ans maintenant. Alors, d'ailleurs, l'article d'Ariane Chemin me décrit 2 fois comme communiste. Oui, c'est vrai, c'est vrai en plus, mais je savais pas que vous aviez votre carte. Alors, ouais, je peux me dire que je suis communiste, mais pareil, je suis un communiste pas tel qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire que, en fait, j'accorde une importance assez primordiale à la notion de bien commun, à tout ce qui est les communs, et je pense également en fait que je suis pas un socialisme, on va dire communautaire, mais pas au sens toujours où on l'entend habituellement, mais dans l'idée en fait que les hommes ne naissent pas justement détachés de tout, mais appartiennent à une certaine communauté dans laquelle ils s'enracinent et à laquelle ils appartiennent. Ces communautés ne doivent pas enfermer l'homme justement dans certains déterminismes. Je pense que chaque homme justement a le droit de s'enraciner et a le droit au déracinement, donc à sortir de cette même communauté. Mais je pense que un socialisme en fait n'est pas possible si on ne revient pas à une certaine forme, on va dire, de communauté où en fait les hommes vivent avec certaines valeurs qui sont partagées en commun. Donc à partir de là, oui, je suis communiste dans ce sens-là, mais pas dans le sens léniniste tel que il existait. Voilà. Dans le Parti communiste français. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir sa carte au Parti communiste quand on a 28 ans, puisque c'est votre âge? Concrètement, vous allez à des réunions, des séminaires, Alors déjà, ça veut dire que je l'ai prise il y a 5 ans, donc il y avait 23 ans, donc oui, vous l'avez gardé. Exactement. Donc même si en fait je milite beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a une époque, c'est déjà participer aux différentes campagnes électorales, notamment tout ce qui est municipal, par exemple, défendre le candidat du parti, mais aussi voter en interne. Déjà, il y a tout ce qui est vote interne pour désigner que ce soit le candidat au municipal, au présidentiel. Par exemple, là, on a dû se prononcer sur un candidat interne au Parti communiste ou sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a le tractage, notamment, par exemple, le dimanche matin au marché. Il y a le porte-à-porte aussi, le collage d'affiches, voilà. Mais activités que j'ai vraiment diminuées, on va dire, depuis 2-3 ans. Ouais. D'accord. Très bien. Bon, voilà, je crois qu'on vous a à peu près situé. Oui, juste pour finir sur votre rapport avec Michéa, puisque elle décrivait un peu Michéa comme un gourou, voilà, de toutes ces revues, des membres de cette génération, voilà. On appelait ça la nouvelle génération michéiste. Donc voilà, quelle place vous accordez à ce penseur, même si je sais que vous allez me dire que c'est pas un gourou, hein, je sais quand même qu'entre vous l'appelez le maître, donc n'essayez pas de me la faire. Donc quelle place et je précise d'ailleurs que son dernier livre, le dernier livre de Michéa, c'est en fait un entretien qu'il a accordé à votre revue, et sachant à quel point Michéa est enfin non, c'est pas vrai, il est pas avare d'entretien, mais disons qu'il est assez rare. Oui, il veut pas venir hors série, ça va. Il n'est pas obligé de venir hors série non plus. Et puis on a mieux. Il est plus jeune, il est là, il a le même t-shirt. Le sien est bleu. Ah, il est bon? Non, il en a un rouge. Ah oui, il en a un rouge, mais c'est pas celui avec le marteau et la voilà, faucille. vous connaissez même tous ces t-shirts. Sa garde-robe, je vais faire peur. C'est bien un gourou. Non, mais voilà, sans rire, quelle place à sa pensée? Est-ce qu'il y a eu un déclic un jour où vous avez lu, je sais pas, La double pensée? C'était l'Empire du moindre mal, il y a 5 ans. L'Empire du moindre mal, il y a 5 ans. Alors, déjà, donc, dans l'article, alors déjà, juste pour revenir sur le livre, effectivement, c'est quand même un honneur, on va dire, que ce livre vienne d'un entretien, mais il faut quand même situer le fait que Michéa fait quasiment ça dans tous ses livres, si on regarde bien. C'est lui d'ailleurs qui dit qu'il n'aime pas écrire, donc et qui rigole en disant des fois qu'il écrit toujours le même livre. Donc notre livre, enfin ce dernier livre, Notre ennemi le capital, effectivement vient d'un de nos entretiens, mais La double pensée, c'était 3 entretiens
un qu'il avait donné à la revue anarchiste à Contretemps, un qu'il avait donné à Aude Lancelin, et puis un troisième, je ne sais plus à qui. L'impasse Adam Smith, c'était aussi 2 entretiens, un à Charlie Hebdo, l'autre ça devait être à l'Obs. Le complexe d'Orphée, c'était une série d'entretiens qu'il avait donné au Canada. Donc c'est quand même une méthode donc on n'est pas non plus les élus. Voilà. Ensuite. Donc dans l'article, je crois que la première intervention commence avec moi, donc qui dit que c'est notre penseur préféré, et je crois, et en fait c'est vivant, effectivement, et donc on est rattaché, toute cette génération est rattachée à Michéa, ce qui est abusif, ce qu'on explique dans l'article de réponse, c'est-à-dire que quand je dis que c'était notre penseur favori, c'était à nous au comptoir en fait, et pas forcément à tous. Akaton est très passolinien et n'ont jamais lu Michéa a priori. Philite, ils ont du respect pour Michéa, mais pas plus en fait. Limite, bon, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des catholiques qui ont lu Michéa et qui se sont radicalisés à la lecture de Michéa. À la lecture de Michéa. Raskar Kapak, c'est une revue littéraire. Je sais même pas s'ils entretiennent un quelconque rapport avec Michéa. Enfin bon, déjà pour remettre le truc en question. Maintenant, le comptoir, effectivement, c'est assez assumé. On va pas dire qu'on est une revue michéenne parce que on est trop libertaire, faut avoir un maître. Mais effectivement, on assume que c'est l'une de nos références principales, voire notre référence principale, sachant qu'on accorde une grande place aux auteurs. Sur notre site, on avait consacré une semaine spéciale dédiée à Orwell, une à Pasolini, une à Guy Debord, une à Jack London. Enfin, déjà, on accorde une place assez particulière aux penseurs, et Michéa est probablement le penseur actuel, vivant, qui nous influence le plus, même s'il y en a d'autres. Et voilà. Donc, en lisant Michéa, moi, il y a plusieurs choses en fait que j'ai retenues et qui m'ont, on va dire, principalement influencé. Déjà, c'est la critique qui fait du libéralisme. Donc, on peut y revenir. Donc, Michéa a une idée assez intéressante, c'est qu'en fait, en gros, il n'existe qu'un seul libéralisme. En fait, que la droite défend le libéralisme économique et s'opposerait, on va dire, au libéralisme culturel. Voilà, en étant conservateur. Et la gauche, lui, ferait l'inverse en défendant le libéralisme culturel et en s'attaquant au libéralisme économique. La pensée de Michéa, en fait, c'est que finalement le libéralisme, qui est la pensée moderne par excellence, même si c'est pas forcément la seule. Par exemple, il parle de Hobbes, qui est la pensée moderne par excellence, née après les guerres de religion. Donc à un moment, il fallait pacifier la société, où certains penseurs se sont dit qu'il faudrait une société où les hommes n'auraient aucune notion du bien, enfin ne défendraient aucune notion particulière du bien, justement pour empêcher qu'ils se fassent la guerre pour ce bien. Et donc pour sortir un peu, on va dire, de la tyrannie du bien, on a pensé une société qui reposerait sur un État central qui serait axiologiquement neutre, donc qui n'aurait n'aurait aucun a priori sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal, et en fait qui régulerait la société par le droit. Donc ça, c'est le libéralisme politique. On en arriverait en fait à une forme de libéralisme, on dirait, culturel, qui est en fait l'idée que chacun pourrait vivre selon son mode de vie particulier tant que ça ne touche pas à la liberté d'autrui. Donc c'est une définition assez négative en fait de la liberté, puisqu'on peut faire ce qu'on veut tant que ça ne touche pas à la liberté d'autrui. Et donc pour ce qu'explique Michéa, c'est que toute société, s'appuyant notamment sur les travaux d'un Marcel Mauss, mais on pourrait citer Kropotkin avec l'entraide. Donc toute société en fait doit vivre sur un minimum de valeurs partagées. Et donc ce genre de société n'a aucune valeur, ne s'en dégagerait, sauf finalement une, c'est le doux commerce de Montesquieu. Parce que comme l'écrivait Voltaire, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Et donc à partir de là, le libéralisme en fait reposerait en fait sur 2 idées. Le vrai libéralisme sur le droit d'un côté, donc on régule par le droit, et le marché, c'est-à-dire la capacité des gens à avoir à faire des transactions de manière rationnelle. Voilà, pour faire simple. Pour Michéa, ça mène déjà une société en fait où si on va au bout de la logique, en réalité, les hommes finiraient par s'opposer les uns aux autres. Pourquoi ? Parce qu'une société où chacun a sa propre notion du bien n'est pas possible. Voilà.
Donc cette idée en fait du libéralisme comme en fait comme deux entrées est assez intéressante parce que pour Michéa en fait quand on défend l'un on en arrive forcément à l'autre. Donc quand c'est les deux faces d'une même pièce. Exactement. Quand la droite défend le libéralisme économique, eh ben en réalité ils attaquent ces valeurs conservatrices qu'ils pensent défendre. C'est simple, c'est que le marché vit de manière très illimitée. Michéa est pas le seul à le dire. Karl Marx le voit très bien quand il dit que la bourgeoisie a joué un rôle éminemment révolutionnaire dans le manifeste du Parti communiste. Donc en fait, pour avancer, le marché a besoin de détruire toute idée de tradition. Par exemple, le travail le dimanche, c'est simple, c'est-à-dire que si on est pour l'idée que les hommes devraient pouvoir travailler, vendre leur force de travail à n'importe quel moment, il ne peut pas y avoir un jour qui serait sacré et donc un jour dédié à la famille autre, et donc on en arriverait là. C'est-à-dire, juste pour expliciter ça, c'est-à-dire qu'on peut pas dire d'un Fillon que c'est un conservateur si par ailleurs il défend l'idée qu'on puisse travailler le dimanche. Exactement. Parce que du coup ça détruit la famille qui est censée être une valeur très conservateur de droite, conservatrice, etc. Voilà. Or travailler le dimanche c'est pas génial pour la famille. Donc voilà, donc déjà l'alliance du libéralisme économique et des conservateurs est un peu... Voilà. Maintenant, à gauche, en fait, on peut avoir pile la même chose. C'est-à-dire qu'on pourrait partir de l'idée qu'aucun jour n'est sacré, ne serait dédié à la famille, et on pourrait en arriver à défendre le travail le dimanche. Ce qui, effectivement, n'est pas forcément la position dominante, au moins à la gauche de la gauche, mais une certaine gauche, en tout cas, le défend. Et en défendant cette idée, ça permettrait d'étendre le champ de la marchandisation et donc d'étendre le libéralisme économique. Par exemple, juste pour donner un cas concret, Mélenchon est contre le travail du dimanche et dans les arguments qu'il avance souvent, c'est il faut garder un jour pour la famille, pour un jour que tout le monde aurait en commun, et donc c'est pour ça qu'il s'oppose. Donc on pourrait dire de Mélenchon que c'est un conservateur qui est attaché à la valeur famille, qui serait au moins conservateur sur ce point-là en tout cas. Ouais, bien sûr, mais bon, comme on peut y aller agressif. Et autre exemple, c'est Pierre Berger qui expliquait finalement que entre louer sa force à un patron, enfin sa force de travail à un patron et louer son ventre, une femme pourrait louer son ventre et donc pour défendre la GPA. Et pareil, donc ça serait exactement la même chose. Et là, pareil, avec la GPA, on en arrive à marchandiser le corps en tant que tel, et donc on en arrive à une extension encore de la marchandisation telle qu'on ne l'a jamais connue aujourd'hui. Alors on va pas être loin parce que on va en reparler de tout ça justement dans les voilà. L'idée c'était juste au début la question que je vous posais c'était voilà qu'est-ce qui est chez Michéa et j'ai beaucoup dégraissé évidemment. Voilà, mais c'est pas grave. Mais donc en l'occurrence c'est ça, c'est d'expliquer que voilà libéralisme économique et libéralisme culturel étaient les deux faces d'une même pièce. Et j'ajouterais ensuite son populisme. L'idée de défendre les gens ordinaires et la common decency, qui lui a notamment de procès en populisme, etc. Voilà, donc l'idée en fait de défendre les classes populaires et l'idée justement que la gauche, au moins la gauche au pouvoir, c'est couper de ces classes populaires. Voilà. Et alors par contre, il y a un autre point chez Michéa qui est intéressant pour ceux qui n'auraient pas fait d'histoire des idées politique, c'est de comprendre que socialisme et gauche ne sont pas la même chose, en tout cas n'ont pas toujours fait partie de la même grande et belle famille. Et c'est là que j'en arrive à la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est la parution de votre livre, La guerre des gauches, qui donc entreprend de dresser l'état du camp de la famille de gauche aujourd'hui en revenant à l'histoire, puisqu'il y a toute une première partie historique, voilà, pour montrer que la gauche n'a jamais été un bloc uni, mais plutôt plusieurs sous-catégories qui à certains moments s'unissent et puis ce qui a donné le bloc des gauches, et puis à d'autres se tapent allègrement dessus. Et là apparemment on est à un moment de désunion, voilà, et à tel point que vous vous demandez
si ça serait pas la crise finale, en gros. C'est ça. Parce que, d'après vous, la gauche n'a jamais été aussi morcelée. Est-ce que vraiment, enfin depuis combien de temps est-ce que dans le passé, quand vous remontez, quand vous faites l'histoire de la gauche et quand vous remontez aux origines de la gauche, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments, en tout cas quand je vous lis, ça me semble tout aussi bordélique que maintenant. Enfin, alors, certaines nuances alors près. en réalité, la gauche est très morcelée avant d'exister en tant que gauche, vraiment. C'est-à-dire, pour faire simple, la gauche, l'idée de gauche naît le 28 août 1789 lors du veto royal. Donc, pour expliquer rapidement, les constituants devaient voter sur l'idée que le roi ait un droit de veto, donc le droit de refuser n'importe quelle loi. Et donc, ceux qui sont opposés à cette mesure se mettent à gauche. Pourquoi? Parce que ce sont les plus opposés au roi, justement. Et ceux qui sont favorables au veto royal se mettent à droite, parce qu'ils sont favorables au roi. Voilà. Alors, donc à ce moment-là, on commence à parler de côté gauche et de côté droit. Et le clivage gauche-droite naît, pour faire très rapide, très rapide, mais parce que en réalité, il ne naît finalement qu'un siècle plus tard. Enfin, il ne devient structurant dans la vie politique qu'un siècle plus tard. Mais donc, au moment de l'affaire Dreyfus. On y reviendra. Mais entre-temps, voilà. Entre-temps, donc la gauche est le parti qui naît des Lumières, donc de l'opposition, qui naît de l'idée du progrès, de l'égalité, de la liberté, en opposition en fait au clan de droite qui est la conservation, la monarchie et le cléricalisme, donc. Et mais en fait, ces idées sont comprises, pour faire très simple, dans mon livre, de trois manières. Il y a l'idée libérale, c'est donc cette gauche libérale qui est au début dominante. Donc c'est en fait cette bourgeoisie qui est modérément républicaine, qui d'ailleurs au départ n'est pas forcément républicaine, qui peut défendre une monarchie constitutionnelle, qui est modérément républicaine et qui est surtout libérale sur une certaine question, c'est le libéralisme politique. Voilà, dans lequel vous mettez en gros le Voltaire, Condorcet, voilà, Thiers, Benjamin Constant, Benjamin Constant, Jules Ferry pour aller un peu plus loin historiquement, voilà. Donc cette gauche en fait est pour la liberté, pour l'égalité, mais tant que c'est de manière très juridique. Donc l'égalité des citoyens, la liberté, donc c'est en fait ce que Adolphe Thiers s'appelait les libertés minimales. Donc c'est un certain nombre de libertés des citoyens, voilà, et donc cette gauche s'occupe très peu en réalité des questions sociales. Voilà, et elle est à peu près dominante jusqu'à la fin du 19e siècle. Et ensuite, ce que j'appelle la gauche jacobine, qui elle est l'héritière de Rousseau, de Robespierre, qui se poursuit ensuite chez Clémenceau, qui est en fait cette gauche très républicaine, qui croit en la centralité de l'État. D'ailleurs qui quelque part a un peu trahi Rousseau, parce que Rousseau en fait défend une certaine idée de démocratie directe, ou en tout cas le mandat impératif. En fait finalement elle finit par trahir Rousseau très rapidement, mais bon mais au départ, c'était voilà, c'est ça. Et donc voilà, qui n'est pas non plus anticapitaliste, mais qui peut être social. Un Clémenceau, un programme social assez intéressant, au point où Marx et Engels ont eu de la sympathie pour lui, où Engels a expliqué aux socialistes français qu'il valait mieux voter pour lui aux élections parce qu'il était le meilleur des bourgeois ou le moins pire des bourgeois. Donc voilà, qui peut avoir une conscience sociale assez intéressante, mais sans jamais remettre en question le cadre. Et puis il y a le socialisme qui naît un peu après, à partir des années 1820. Lui, en fait, il est à la fois le fruit, la rencontre d'une idée, donc enfin de ces idées des Lumières, qui rencontre une certaine condition sociale, parce que la société industrielle naît avec ses inégalités, avec l'atomisation de la société, avec donc les machines qui à ce moment-là commencent à, on va dire, à aliéner l'homme. Je parle de l'exemple des Luddites. Donc les Luddites, c'était des ouvriers anglais qui détruisaient les machines. Ce nom en fait emprunté à un ouvrier mythique qui a priori n'aurait jamais existé, Ned Ludd, qui aurait en fait détruit deux machines. Et donc les Luddites cassaient les machines parce qu'ils voyaient dans les machines voilà la menace qui était en train de les aliéner. Voilà, et donc au point où en Angleterre on a dû faire voter des lois pour interdire le bris de machine. C'était la pendaison. Si on cassait une machine,
Voilà. Et donc il y a toutes ces révoltes, les canuts à Lyon, donc toutes ces révoltes populaires et l'idée donc et les idées des Lumières. Et il y a une critique en fait des Lumières, c'est-à-dire que en fait les socialistes pensent avec et contre les Lumières quoi. Ouais. Il y a une phrase de Michéa d'ailleurs que je reprends effectivement de les Michéa. Lumières avec les Lumières. Voilà, c'est-à-dire que finalement ils acceptent les idées en fait d'égalité et de liberté des Lumières. Par contre, ils critiquent l'atomisation de la société défendue par les Lumières et surtout, c'est un truc très intéressant, c'est qu'ils critiquent un peu cette vision juridique de la liberté et de l'égalité. Ça on le trouve très qui n'est jamais appliqué, qui n'est jamais appliqué concrètement. On le retrouve par exemple chez Karl Marx. Donc voilà, et c'est là où d'ailleurs je prends une petite distance avec Michéa, c'est parce que Michéa sort un peu le socialisme de la gauche, alors que moi en fait je rattache le socialisme à la gauche, en disant que le socialisme finalement a toujours été de gauche, par contre n'est qu'une branche de la gauche. Et j'explique en fait que ces familles à certains moments peuvent se retrouver en 1848, elles font ensemble la révolution de février, mais quelques mois après, en juin, une partie de la gauche libérale, n'hésite pas à massacrer les ouvriers qui eux réclament vraiment la République démocratique et sociale. Donc on a toujours en fait ces alliances qui peuvent avoir lieu à un certain moment et puis et qui se défont et à l'époque souvent dans le sang. Donc finalement aujourd'hui c'est un peu plus atténué. Et puis sur la commune notamment où le centre gauche libéral écrase les communards qui sont une alliance on va dire des jacobins les plus radicaux avec les socialistes qui eux-mêmes se divisent entre collectivistes blanquistes, donc ce sont des socialistes qui sont on va dire plus autoritaires et puis des libertaires qui sont plus on va dire dans la lignée d'un Pierre-Joseph Proudhon, donc plutôt anarchiste, Gustave Lefrançais qui est le premier président de la commune, Louise Michel, etc. quoi. Et vous expliquez donc que ces trois gauches auraient pu rester disjointes et donc on aurait pu avoir un clivage complètement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, qui aurait pu être par exemple un clivage en trois parties entre les socialistes rouges, les républicains bleus et les monarchistes blancs. Voilà, et exactement. Donc, ça aurait pu être un jeu à trois, effectivement. Voilà. Après, les monarchistes, on les aurait pas gardés très très longtemps, non Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Enfin, voilà, on aurait pu évoluer de manière très différente. Après, bon, les monarchistes auraient pu évoluer vers une, je sais pas, vers un républicanisme autoritaire contre des républicains plus cool, enfin plus libéraux. Enfin, je sais pas. Voilà. Mais ça aurait pu être différent s'il n'y avait pas eu l'affaire Dreyfus, qui a fourni en 1899 la formation du Bloc des gauches. Alors, l'affaire Dreyfus, au début, quand Dreyfus d'ailleurs quand Dreyfus en fait est condamné, enfin quand l'affaire éclate, on voit tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, les républicains défendent Dreyfus, la gauche républicaine défend Dreyfus, donc qu'elle soit donc libérale ou jacobine. Par contre, les socialistes se bousculent pas pour défendre Dreyfus. Jaurès le pense même coupable. Un problème de bourgeois. Voilà, pour Gued en plus qui va jusqu'à dire que J'accuse est un texte révolutionnaire, mais en même temps on ne veut pas parce que pour lui, il voit pas pourquoi en fait les socialistes prendraient part à ce qu'ils appellent la guerre civile bourgeoise. Voilà, et donc il reste un peu en retrait de cette affaire. Il y a que en fait Péguy et Bernard Lazare qui veulent vraiment défendre Dreyfus quoi, quand les autres en fait pour eux ça ne les regarde pas. Le souci en fait deux questions commencent à se poser. C'est la première est morale, c'est-à-dire que les socialistes en fait, le socialisme est indissociable d'une certaine question morale, d'une certaine vision de la justice qui est d'ailleurs défendue dès le début par Charles Péguy. Et donc il devient très compliqué de dire nous sommes pour une certaine justice du genre humain, nous sommes des êtres moraux et en même temps quand c'est un bourgeois on s'en lave les mains. De l'autre, il y avait un autre truc, c'est qu'en fait le camp, donc les blancs, les monarchistes, les anti-Dreyfusards risquent de prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, en fait, les socialistes préfèrent toujours la République, même quand elle est libérale et qu'elle trahit les classes populaires, ils préfèrent quand même cette République au retour de la monarchie. Donc finalement, c'est un ennemi commun qui a permis de scinder la gauche. Et donc il y a cette idée de bloc des gauches qui est très dure à avaler en fait, parce que il y a des critiques d'un point à l'étranger. Donc à l'époque, on est sous la Deuxième Internationale et il y a des critiques socialistes, il y a la frange la plus radicale du socialisme, les anarcho-syndicalistes, qu'on appelle pas forcément comme ça à l'époque, mais donc c'est la CGT, ceux qui sont partisans de l'action directe,
donc qui sont vraiment pour l'auto-organisation des classes populaires hors de l'idée de république, qui sont souvent des anciens des anciens communards. Et donc les anarcho-syndicalistes, eux, restent dans leur côté et en fait ne veulent pas soutenir tout simplement le bloc des gauches. Mais donc le bloc des gauches a lieu. On a un ministre, donc Mitterrand, qui devient ministre, socialiste, donc qui devient ministre sous le gouvernement du bloc des gauches. Il faut se souvenir qu'à l'époque, on a aussi un ministre qui lui-même est un ancien tortionnaire de la commune, donc c'est vraiment très dur à faire avaler. Mais voilà, le bloc des gauches naît. Vous citez je crois un texte de Rosa Luxembourg qui dit en gros c'est le début de la fin, c'est pas la présence d'un socialiste au gouvernement. Je sais plus comment. Mitterrand. Voilà, Mitterrand. C'est pas le socialisme qui réussit à. Exactement. Elle dit que contrairement à ce que pense Jaurès, ce n'est pas le socialisme qui s'empare de l'État, mais c'est l'État qui s'empare du socialisme. Et un peu plus tard, quand l'équation socialisme égale gauche commence à naître, Rosa Luxembourg est assez contente qu'en Allemagne, on n'a pas cette mauvaise habitude française de confondre extrême gauche jacobine et social-démocratie. Voilà. D'accord. Et vous dites pourtant, il lui faut quand même à cette gauche s'adapter aux mutations idéologiques de la droite. Parce que finalement, la gauche ne se définit que vis-à-vis d'une droite qui, elle, de son côté aussi connaît des mutations. Par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, la droite cléricale, monarchiste, réac n'existe quasiment plus. Plus réellement, l'Action française, c'est peu de choses et en fait, elle s'effondre surtout à l'après-guerre, à l'après 45, parce qu'elle est complètement décrédibilisée avec la collaboration. Donc voilà et la droite, tant bien que mal, s'adapte à la République, on va dire. Voilà, la droite orléaniste a adopté les plus ou moins les la droite Lumières. orléaniste est devenue Valéry Giscard d'Estaing et voilà, finalement c'est elle qui gouverne, c'est la droite libérale qui accepte la République, qui est encore un peu conservatrice, mais on n'est plus dans une droite qui est effectivement partisane de la monarchie, oui. Voilà, et le bonapartisme c'est devenu le gaullisme, voilà. Donc une forme de républicanisme autoritaire centré derrière un chef, mais voilà, c'est plus on ne veut plus recréer l'empire, quoi. Bon, alors donc voilà, on a cette droite qui se réclame des Lumières, voilà. Et à gauche, on a depuis le Front populaire un bloc de gauche où la question sociale reste quand même prépondérante. Oui. Et puis là, patatras, mai 68. Voilà. Et qu'un philosophe marxiste que vous citez à de nombreuses reprises dans le livre, Kluskar, appelle le 1789 des classes moyennes. Et c'est là qu'on en revient à ce que vous disiez un peu au début sur l'apport de Michéa, voilà, enfin ce qu'on pouvait apprendre en lisant Michéa à votre âge, genre moi je le savais avant, c'est l'entrée des revendications identitaires en politique. Voilà. Jusqu'ici, la gauche s'occupait de problèmes sociaux. Donc pour faire simple, mai 68 qui est malgré tout, je suis pas un pourfendeur de mai 68. Je pense que c'est quand même une révolte très intéressante. C'est la plus grande grève ouvrière jamais connue en France. Et même donc en même temps, mai 68, c'est la conséquence de quelque chose. L'après-plan Marshall, l'entrée de la France dans la société de consommation, c'est le début en fait. Et on voit apparaître une sorte de classe moyenne, c'est-à-dire ce que Kluskar appelle cette classe qui est à la fois expropriée de sa du point de vue, enfin qui est exploitée du point de vue en tant que producteur, mais en même temps qui peut consommer. Voilà. Et cette classe moyenne, on offre les moyens quand même de devenir, de faire partie de la classe des consommateurs. Exactement. Et donc cette classe moyenne devient une classe intellectuelle et va de plus en plus à la fac et on doit construire très rapidement à la fac de Nanterre pour accueillir tous ces nouveaux étudiants qui débarquent.
Et donc mai 68, c'est cette révolte ouvrière et d'un côté cette révolte étudiante qui est la conséquence en fait de l'émergence de cette nouvelle classe. Cette nouvelle classe en fait a d'un côté est assez radicale, c'est-à-dire que je cite assez abondamment par exemple les Enragés de René Riesel, donc qui sont des héritiers de la critique situationniste, donc de Guy Debord, de la critique de la société du spectacle, donc de Guy Debord. Mai 68 aussi une conséquence d'un autre situationniste, Mustapha Kayati, qui avait écrit une brochure qui avait donné le scandale de Strasbourg, voilà. Je viens de Strasbourg. Donc où il appelait les étudiants à se révolter. Il y a un livre de Raoul Van Heegem aussi, traité de savoir-vivre à l'attention des jeunes générations. Et puis il y a des idées très radicales qui émergent à ce moment-là. Socialisme barbarie de Castoriadis et Claude Lefort, donc revue révolutionnaire et conseilliste, donc partisan d'une démocratie directe et très critique de l'URSS. On a Henri Lefebvre qui enseigne à Nanterre à l'époque, donc marxiste et autogestionnaire. Voilà, il y a toutes ces idées. Et puis en même temps, il y a une forme d'individualisme qui est en fait caractéristique de cette classe, d'individualisme assez exacerbé, d'un hédonisme. On a tous ces petits slogans, donc vivre sans temps mort, jouir sans entrave, qui finalement est devenu un peu le slogan du nouvel esprit du capitalisme, comme l'appelle Boltanski et Chiapello, qui émerge un petit peu après. Voilà. Ce que Kluskar appelle le libéralisme libertaire. Dont le slogan serait tout est permis, mais rien n'est possible. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, derrière tout ça, on a un nouveau capitalisme. Après le capitalisme très répressif, patriarcal et autoritaire, apparaît un capitalisme, en fait, qui prend appui sur le désir. Et ce désir, en fait, sur l'illimitation du désir, idée en réalité qui existait depuis le début des Lumières. Quelqu'un comme Adam Smith, notamment, on parlait donc le premier économiste vraiment libéral du début du 19e siècle, mais en fait, cette imitation du désir n'apparaît qu'à partir de mai 68. Et donc apparaît une forme de capitalisme qui prend appui sur des idées en apparence libertaires, je mets des guillemets sur le libertaire, en fait qui réalise un libéralisme total et débridé. Et tout est permis, rien n'est possible. C'est que dans les faits, la société proclame que tout est permis, qu'on peut faire ce qu'on veut, mais en fait rien n'est possible. Pourquoi? Mais rien n'est possible pour les ouvriers qui restent en fait désexploités et à qui on fait croire qu'ils vont appartenir à la classe du dessus et la classe moyenne est consommée comme les autres, ce qui est impossible. Et d'ailleurs la classe moyenne, on lui a fait croire qu'elle deviendrait bourgeoise et aujourd'hui on voit avec la mondialisation en fait qu'elle est en train de rattraper par le bas cette classe ouvrière. Voilà. Et donc apparaissent ces nouvelles revendications plutôt sociétales à gauche qui commencent à diviser à gauche. Oui, parce que la question sociale, ça devient un truc un peu pas ringard, mais je crois que vous dites gris et archaïque, alors que là, le combat, l'évolution des mœurs devient un combat festif et multicolore. Exactement. Donc, voilà, l'apparence des penseurs de la French Theory comme Foucault, Derrida, Deleuze, voilà, et donc qui remplace peu à peu les anciens intellectuels marxistes ou marxiens que je citais tout à l'heure. Et voilà. Mais en fait, la question sociale ne disparaît pas d'un coup. Déjà parce que finalement, la question sociale reste quelque chose d'assez importante, même en mai 68, même pour un Daniel Cohn-Bendit passé de Castoriadis à Macron aujourd'hui. Mais en fait, cette question sociale existe et perdure que ce soit sous la deuxième gauche, le SFIO qui devient le PS et voilà. Et donc, en fait, on intègre peu à peu ces revendications sociétales, qui sont d'ailleurs légitimes. C'est-à-dire qu'aucune société socialiste décente ne peut vivre avec du sexisme, ne peut vivre avec de l'homophobie ou du racisme. Donc, il est normal de combattre ça. Mais donc, ce qui se passe peu à peu, donc Mitterrand. Juste pardon pour revenir à notre classification, juste pour voir où est-ce qu'on se situe. Du coup, ce que vous expliquez, c'est quand même que mai 68 vient redonner un petit coup de fouet à une gauche libérale qui était un peu en sommeil, au profit d'une gauche plus jacobine, socialiste, une alliance entre une gauche jacobine et socialiste. Exactement. Voilà, avec un État fort, mais une question sociale prépondérante, etc. Et donc là,
là, mai 68 vient réactiver la gauche libérale avec avec la prolifération des luttes que Renaud Garcia, qu'on avait interrogé, décrit dans son livre, où la politique devient une question de groupe d'intérêt. Exactement, de minorité entre guillemets, c'est-à-dire entre guillemets, parce que les femmes ne sont pas une minorité, mais ne sont que l'autre moitié du genre humain. Voilà, et puis les minorités ethniques, sexuelles, etc. Qui plutôt que de défendre l'égalité au sein des classes, l'égalité dans la société et ces minorités appartenant à la société en tant que telle, et donc défendre leur égalité en tant que citoyens, on en arrive, à défendre un peu des lobbies. Mais en réalité, donc cette question apparaît avec mai 68 et ce que j'appelle le gauchisme culturel, que je reprends à Le Goff en fait. Mais en réalité, la bascule met 16 ans à se faire, parce que Mitterrand, quand il prend le pouvoir au Parti socialiste et qui crée le Parti socialiste sur les ruines de la SFIO, qu'est-ce qu'il de pouvoir de l'argent, exactement, il combat le pouvoir de l'argent. Il explique qu'on ne peut pas prendre sa carte au Parti socialiste sans être anticapitaliste, et il fait une campagne sur changer la vie des Français avec un programme qui est le programme commun, donc coécrit avec le Parti communiste en 74, et voilà, et on pense en fait que le capitalisme va venir à sa fin, ce qui d'ailleurs était même faux par rapport au programme, qui était en réalité plus keynésien que marxiste, et donc était plus redistributif, prenez pour les riches et donnez aux pauvres, mais en réalité n'émancipait pas les pauvres. Mais bon, on pense, et donc pendant 2 ans il met en place ces réformes, et en fait ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le système monétaire européen. Donc en fait, la mondialisation contrecarre ce socialisme qu'il essaie de mettre en place. Et donc un choix, donc il a 2 choix: soit il sort du système monétaire européen et poursuit tout simplement son programme, ou soit il reste dans le système monétaire européen et abandonne son programme. Il choisit d'abandonner le programme. Ce qui donne notamment la démission des 2 ministres communistes qui siègent à ce moment-là, et notamment aussi la démission de Chevènement, qui représente à l'époque l'aile gauche du Parti socialiste, avec cette phrase qu'on connaît tous: un ministre, ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Et donc, qu'est-ce qui se passe au même moment? C'est l'entrée en scène en fait des combats minoritaires, et notamment de l'antiracisme, avec la marche pour l'égalité, qui a été depuis renommée vulgairement la marche des beurs. Et donc les minorités les minorités ethniques issues de l'immigration, qu'on commence à entasser dans les banlieues, qui vivent dans des conditions assez précaires, commencent à subir donc le chômage et puis le racisme, donc décident de s'auto-organiser pour combattre le racisme de manière politique. Et il y a cette grande marche qui va de Lyon à Paris, pour défendre l'égalité. C'en est une aubaine pour le Parti socialiste, qui décide en fait d'instrumentaliser ce combat, et d'ailleurs de le voler à ces minorités en créant SOS Racisme. Là, je vous arrête. Quand on réécrit l'histoire, quand on prend du recul sur cette séquence-là, effectivement, on peut le décrire comme ça. Mais après, est-ce que je sais pas, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une concertation, pour pas parler de complot, au sein des instances, avec Jack Lang qui aurait dit regardez. Alors je sais pas comment ça s'est passé, mais les faits, c'est quand même que le Parti socialiste a récupéré cette lutte, l'a volée d'ailleurs, parce que finalement, à part Harlem Désir, on voit peu de minorités à la tête des SOS Racisme. Il y a Malek Bouti. Et Malek Bouti, effectivement, mais voilà, et d'ailleurs on voit comment tous ces gens dérivent à la fin. Enfin bon, j'en dirai pas beaucoup plus. Et donc il y a cette instrumentalisation de fait du combat antiraciste. Il y a le grand slogan touche pas mon pote. On bascule vers ce que j'appelle l'antiracisme de spectacle, c'est-à-dire que l'antiracisme devient un spectacle. Il y a les grands concerts, il y a tout le showbiz, voilà. J'avoue, j'étais à un concert SOS Racisme quand j'étais il y a tout le showbiz qui organise ces concerts de Renaud à Balavoine, qui sont plus des chanteurs que j'apprécie. La question n'est pas là, mais voilà, on a le combat antiraciste en fait devient le combat numéro 1, au moins devient le discours au moins politique officiel du Parti socialiste, qui a abandonné la lutte de classe et les ouvriers. C'est-à-dire que pour rester de gauche, pour montrer qu'ils défendent toujours les faibles, ils ne défendent en réalité que les minorités, que certains ce qui au passage est assez pratique, parce que dès qu'on se met à ne défendre que les minorités,
ça veut dire que la majorité de la population est finalement fait partie des forts, et en fait ça permet soi-même d'appartenir à une majorité certes favorisée, mais comme on appartient à la majorité, on se rend pas compte qu'on appartient à une minorité, aux élites, et on ne se pose pas la question de sa place dans le processus de production et dans le système. Donc déjà c'est ouais. Non mais vous dites c'est un formidable l'antiracisme, ça a été un échec, hein. Oui, il suffit de voir les banlieues se portent toujours pas mieux. Mais par contre, ça a été un formidable coup politique puisque il permet au PS de basculer dans le social-libéralisme, je sais pas comment on l'appelle à cette époque-là, tout en restant de gauche. Mais juste pour faire un petit pas vers aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette question? Par exemple, des gens comme Valls ou le printemps républicain dont on va parler tout à l'heure, donc des gens comme Bouvet, Laurent Bouvet, le politologue, critique cet antiracisme des années 80. Une critique est née de l'intérieur et d'ailleurs commence des années 80 avec un Marcel Gauchet par exemple. Donc c'est la critique est née de l'intérieur, a pris de la place. Mais n'est pas majoritaire au sein du Parti socialiste, et on le voit à chaque période d'élection, en 2012, le Parti socialiste a notamment prospéré sur l'anti-sarkozysme, mais hors de mon ennemi c'est la finance. Dans l'anti-sarkozysme, il y a beaucoup Sarkozy, on a fait beaucoup sur la question de l'identité, la critique du halal, etc. Et donc le socialisme en fait est apparu comme le rempart, on va dire, à un certain racisme, etc. Et et nous a refait le coup du droit de vote des étrangers, chose qui était déjà dans les programmes de Mitterrand. Donc en plus, nous refait le coup dans son programme pour s'assurer d'avoir les banlieues qui votent pour eux. Et donc cette question, les récépissés pour les contrôles au faciès. Et donc à continuer en fait, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de renvoyer au très bon papier de Ludivine Bénard dans Vice, sorti sur la question comment le Parti socialiste a abandonné les classes populaires pour les minorités entre guillemets. Ah oui, elle donne un exemple assez parlant parce que on se posait la question, avec certains ici présents, je ne citerai pas, mais en gros est-ce que en gros ça fonctionnait toujours ce genre de truc, est-ce que maintenant c'est bon, tout le monde avait compris l'entourloupe et donc il pouvait plus tellement jouer. Et Ludivine dans le papier montre l'exemple des campagnes du mouvement des jeunes socialistes, par exemple, pour montrer qu'ils ont des minorités, qui défend Macron et qui défend Hamon, et donc avec Macron il y a que des vieux blancs des vieux blancs hétéros. Ah non, parce qu'il y a Delanoë. Mais bon, en gros, des vieux mâles blancs. Ce qui est en plus pas tout à fait vrai en fait, mais alors que de l'autre côté, et donc ils font un tableau comme ça, on le montrera, tu le mettras, Raphaël, ils font un tableau, et de l'autre côté, qui défend Hamon, il y a que des femmes jeunes, un peu basanées pour certaines, je crois. Je sais plus, mais bon, enfin bref, voilà. Donc et à la fin, c'est choisis ton camp. Donc, donc ce truc est quand même encore... C'est quelque chose de très marketing. D'ailleurs, c'est très vite arrivé dans la pub avec Benetton, qui a instrumentalisé ce truc pour passer cool, jeune, Mais en tout cas, ça marche encore aujourd'hui, et plus particulièrement chez les plus jeunes. Après, ça marche de moins en moins quand on voit l'effondrement du Parti socialiste, parce qu'effectivement, on peut pas tromper pendant 35 ans toujours les mêmes, on peut tromper une personne une fois, mais pas... on peut tromper 1000 personnes une fois, mais pas 1000 fois une personne. C'est ça. Voilà. Donc, mais effectivement, il continue d'essayer de jouer là-dessus, et surtout que c'est complètement stupide. Myriam El Khomri, bien que d'origine marocaine, si je me trompe pas, ça ne l'a pas empêché de défendre l'une des pires lois libérales possibles, parce que à la fin, ce qui compte finalement, ça reste
la place dans le processus de production. Myriam El Khomri reste une privilégiée malgré tout, quoi. Oui, puis pardon, mais enfin ce que dit aussi dans le papier, voilà, Marine Le Pen est une femme. Exactement. C'est ça. J'attends les féministes qui vont dire de voter pour Marine Le Pen par féminisme. Enfin bon. Mais bon, bref, d'accord. Donc voilà. En tout cas, voilà comment tout ça se met en place. Et puis il y a le combat contre le FN aussi. Ah bah oui. C'est la deuxième chose, c'est l'antifascisme. C'est-à-dire que quand Mitterrand arrive au pouvoir, le FN ne vaut presque rien. Donc en 74, si je me trompe pas, aux élections présidentielles, Jean-Marie Le Pen ne fait que 0,75% des voix. En 80, il n'arrive même pas à avoir les 500 signatures et concrètement, tout le monde s'en fout. Alors qu'aujourd'hui, si le FN n'avait pas les 500 signatures, ça serait un drame démocratique. Et qu'est-ce qui se passe? Jean-Marie Le Pen écrit à Mitterrand et Mitterrand écrit en fait aux chaînes publiques en disant qu'il faut donner un certain temps de parole. Mais ça, ça n'a pas été, prouvé. C'est vrai. Alors non, c'est pas que ça n'a pas été prouvé, c'est que oui, il y a plusieurs versions, mais effectivement. C'est El Kabbach qui dit non, c'est que c'est. Alors il y a Fogg, Franz-Olivier Gilbert dans un livre l'explique. Il y a Jean-Marie Le Pen qui lui contredit un peu cette version des faits, tout en disant que il doit beaucoup à Mitterrand, enfin que Mitterrand est même l'homme politique à qui il doit le plus. Mais voilà, il y a l'arrivée du Front National et donc le Front National devient la bête à combattre, le diable en politique, et c'est pratique parce que au fur et à mesure où le Front National est aux portes du pouvoir, et ben ça permet de dire votez pour nous, on est le rempart face à la peste brune. Très vite dès 84, Bernard-Henri Lévy, toujours là dans les bons coups, voilà, nous dit le débat d'aujourd'hui est le débat du fascisme contre l'antifascisme. Donc il n'existe plus rien entre les deux. Et donc voilà, et donc le FN, la montée du FN, la montée de ce diable permet de nous refaire le coup à chaque fois, voter pour nous parce qu'on est le seul rempart sérieux face au Front National, quoi. Donc alors pour en revenir à notre gauche là-dedans, donc on a cette gauche libérale qui se porte très bien, avec une partie de la gauche jacobine qui peut la rejoindre, et pendant ce temps la gauche socialiste, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient? Donc la gauche socialiste qui mue vers ce que j'appelle la gauche critique ou alternative, parce que le socialisme n'est plus forcément la référence de tout le monde, mais c'est cette gauche qui continue à critiquer le système tel qu'il existe, mais qui ne l'appelle pas forcément capitalisme ou qui ne veut pas forcément revenir au socialisme. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que pour cette gauche, ça va mal parce que donc à partir du moment où le Parti socialiste commence à prendre l'hégémonie à gauche sur le Parti communiste, le Parti communiste commence à décliner. Les deux ministres communistes au gouvernement socialiste, c'est vraiment le baiser de la mort de Mitterrand au communisme français. Et puis il y a l'effondrement du bloc soviétique qui discrédite en fait non seulement le communisme ou ce qu'on appelait le socialisme réellement existant, mais même toute critique du système, parce que à partir des années 70, j'en revenir à BHL, j'en suis pas un monomaniaque, mais bon, BHL et donc les nouveaux philosophes commencent à expliquer en fait que et d'ailleurs Michel Foucault commence à expliquer en fait que toute critique radicale du capitalisme mène au goulag. Parce qu'on commence à découvrir les crimes de l'URSS et donc là, l'effondrement du Parti socialiste, du bloc socialiste, du socialisme réellement existant, discrédite totalement donc la critique de la gauche, la critique de gauche du capitalisme. Voilà. À partir de là, celle-là est un peu défaite, perd son idéologie, sa boussole, et essaie de se réinventer. Ça met du temps, et finalement, elle commence à se réinventer réellement à la fin des années 90, avec l'altermondialisme et avec Attac. Et donc elle commence à se réinventer à partir de là. Et il y a ce que j'appelle la social-démocratisation du Parti communiste, qui se croit toujours communiste, désolé de tacler un peu mon parti, mais bon, qui se croit encore communiste, mais en fait qui devient finalement social-démocrate, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire qui veut en finir avec le capitalisme, mais de manière très réformiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parti communiste, ce n'est plus Lénine et la dictature du prolétariat, c'est prenons le pouvoir gentiment par les élections et menons des réformes qui vont aller à contre-courant, et au bout du bout, on verra si on arrive à sortir du capitalisme. Bon, voilà.
D'accord. Donc, mais dans les années 90, là, c'est Attaque. Et c'est Attaque qui a le vent en poupe, etc. Et donc l'altermondialisation qui finalement finit par irriguer en fait tous les partis situés à gauche du PS, en fait, que ce soit le Parti communiste, les partis trotskistes comme la LCR, qui est devenu le NPA, donc qui a abandonné plus ou moins la référence même au trotskisme. Peut-être moins Lutte ouvrière, parce que Lutte ouvrière, ils sont quand même capables de se protéger du temps et donc genre une capsule. Voilà, ils n'ont pas bougé depuis les années 50. Enfin bon, c'est joli Lutte ouvrière là-dessus. C'est bien. Enfin, voilà, ça fait folklorique, on va dire. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, ils ont un principe au moins. Non, mais ils s'y tiennent. J'en rigole, mais effectivement, ils s'y tiennent et c'est respectable quoi qu'on en pense. Et voilà. Et donc l'altermondialisme devient en fait cette idéologie dominante de ce que j'appelle donc la gauche alternative ou la gauche critique. Sauf que finalement il y a certains échecs, c'est-à-dire qu'il y a de grandes manifestations, etc. Mais plus le temps passe et plus on voit non seulement que ça ne marche pas. Et derrière l'altermondialisme, il y a aussi la question de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'altermondialisme défend aussi qu'une autre Europe sociale est possible. Et alors, on va juste s'arrêter là pour refaire un bilan d'étape. Donc, on est fin des années 90. Nous avons une gauche libérale qui est en gros le PS. On a une gauche jacobine qui est en gros Chevènement, effectivement, qui devient le grand leader de la gauche jacobine, etc. Et on a une gauche alternative qui est Attaque, les altermondialistes, et les partis toute situés la gauche de la gauche. Voilà. Ok. Donc là, on est 90, fin des années 90, tout ça. Début des années 2000 même. Début des années 2000. Et là, donc, on commence à être plus près de nous. Et là, je vais passer rapidement sur les 10 dernières années, enfin, pour en arriver à aujourd'hui. Et en fait, vous commencez le livre par ça. Vous dites, en fait, il faut pour faire la cartographie de la gauche aujourd'hui, il faut pas se baser sur les partis, parce que au sein des partis, il y a tellement de tendances, tellement de courants, etc. Et puis rien nous dit que les militants des partis sont en adéquation avec la ligne du parti. Vous en êtes une preuve vivante. Il y a, donc vous dites, pour voir l'état de la gauche aujourd'hui, il vaut mieux se concentrer sur des mouvements. Et là, vous prenez 3 mouvements qui sont selon vous symboliques, représentatifs, archétypaux des 3 courants de la gauche aujourd'hui. On a En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Je me suis rendu compte, aujourd'hui, j'ai lu un papier qu'en fait, c'était les initiales de son parti. En Marche. Oui, et Emmanuel Macron, EM, et En Marche, EM. Oui, c'était les initiales de son nom. Je suis pas, enfin, bon, bref, peut-être, mais donc voilà. En Marche, Emmanuel Macron. Mais bon. Alors, En Marche, Emmanuel Macron, ça serait plutôt libéral. La gauche libérale. Poussé à son paroxysme, en fait. Voilà. Ensuite, on aurait. Vous parlez du printemps républicain. Alors, celui-là est moins connu, a moins bien marché qu'En Marche, mais il représente quand même quelque chose. La gauche jacobine, c'est-à-dire qui s'est en fait rangé un peu derrière l'intellectuel Laurent Bouvet, donc intellectuel du Parti socialiste et critique du Parti socialiste. Connu, on va dire, pour le concept d'insécurité culturelle qu'il a repris à Christophe Guilluy. Donc, l'idée que si le Front National prospère aujourd'hui, c'est aussi parce que la gauche a abandonné la gauche a abandonné les classes populaires. Blancs, voilà. Et d'ailleurs, pas que les petits blancs. Enfin, Guilluy parle des petits blancs, c'est que Bouvet, lui va plus loin en disant que même les classes populaires issues de l'immigration sont aussi victimes d'insécurité culturelle. C'est-à-dire, en fait, la mondialisation et l'immigration ont transformé radicalement les modes de vie et donc a créé une forme de peur, on va dire, qui permet le vote Front National, quoi. D'accord. Voilà. Alors elle, ça va pas fort pour la gauche jacobine. Elle est un côté un peu plus intellectuel et moins populaire. Elle a du mal à sortir des pages de Marianne et de Causeur, qui sont ses 2 principaux soutiens médiatiques, qui sont eux-mêmes pas des soutiens médiatiques de poids. Et ce que j'explique, c'est que aussi
cette gauche, quand on regarde bien, elle est capable de prendre des positions que sur les questions laïques, voire scolarité, parce qu'en fait, sur les questions sociales, alors là, pareil. C'est pas ce que pense Laurent Bouvet de la loi travail. Oui, il l'a même plutôt soutenu en fait. Mais en fait, c'est surtout que cette gauche jacobine est tiraillée entre des gens plutôt libéraux, des Valls plutôt libérales, des Bouvet plutôt libérales, des chevènementistes qui eux sont plus des keynésiens qui veulent adoucir le capitalisme ou redistribuer dans le cadre d'une sorte de capitalisme d'État, de capitalisme social d'État et national. Et puis il y a aussi des fois des gens un peu plus radicaux. Je pense au philosophe Denis Colin qui est un marxiste assumé, qui a signé le manifeste du printemps républicain, qui a même écrit sur leur site. Voilà. Et en fait, juste celle-là aussi, la gauche jacobine, la nouvelle gauche jacobine, vous la divisez en trois. Voilà. Un centre, une colonne vertébrale chevènementiste, une aile libérale, donc Bouvet, Gauchet, qui rejette le communautarisme, qui est surtout très laïque et qui parfois tombe dans une sorte d'obsession sur les musulmans. Pas que parfois d'ailleurs. Enfin pour Bouvet en tout cas. Pas pour Gauchet, mais oui. Pas pour Gauchet, mais pour Bouvet, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est un rapprochement qui est très juste. C'est un peu, on peut la rapprocher d'un mouvement comme celui de Geert Wilders aux Pays-Bas, parce que ils vont défendre le droit des minorités homosexuelles, ils vont défendre l'égalité homme-femme, mais en se servant de la question de l'islam, qui serait la principale menace. Exactement. Je reprends en fait un concept de Gaël Brussier, du politologue Gaël Brussier, qui parle d'hédonisme sécuritaire pour qualifier en fait une forme d'extrême droite qui est en fait un héritier de mai 68 et du libéralisme libertaire, donc très libéral, mais qui voit qui défend l'État comme l'État sécuritaire pour préserver justement ces libertés, et qui est complètement paniqué vis-à-vis de l'islam, qui serait justement qui contreviendrait à nos valeurs, etc. Et ce qui explique pourquoi tant d'homosexuels, enfin pourquoi parmi la communauté homosexuelle, Front National, parce que maintenant je vais pas faire cette égalité Bouvet égale le Parti de la Liberté, c'est-à-dire que je dis que c'est une forme d'hédonisme sécuritaire de gauche, c'est-à-dire que par anti-islamisme, donc ils sont devenus très laïcs, très laïcistes par anti-islamisme en fait, plus que. Mais moi je vois pas pourquoi quand par exemple on va en parler tout à l'heure des souverainistes, mais quand quelqu'un de gauche se permet d'avoir une position un petit peu souverainiste, on lui balance le Front National à la figure, mais pourtant quand une partie de la gauche prend des positions anti-islam et en ça se rapproche de l'extrême droite européenne, la plus blonde. Je parle de Geert Wilders. On peut pas lui renvoyer. Oui, mais parce que alors déjà de toute façon, je m'oppose à tout raccourci intellectuel, donc je veux dire. Eh ben pas moi. Voilà. Alors voilà, je suis pas d'amalgamiste malgré tout. Non, mais donc cette gauche souverainiste. Alors il y a ce point Godwin ou cette réduction à Hitlérium que je n'apprécie pas, c'est-à-dire que cette gauche souverainiste, on lui dira vous pensez comme Marine Le Pen là-dessus, donc vous êtes Marine Le Pen. Et pareil en fait cette gauche laïciste, jacobine et libérale et très laïciste. Moi, effectivement, il y a une forme, on va dire, d'islamophobie, mais qui ne va pas aussi loin que Geert Wilders. C'est-à-dire que si demain Valls arrive au pouvoir... Même ok. Non, mais vous avez raison. Mais je veux dire, si demain Manuel Valls arrive au pouvoir, je ne ferai pas cette égalité entre Manuel Valls et le FN, et bien que ça soit pas quelqu'un que j'apprécie, c'est pas pour défendre, mais voilà, on n'est pas, on est dans une forme quand même assez atténuée, assez républicaine avec des guillemets, enfin voilà. D'accord. Oui, non, mais pardon, moi je m'emporte. Ok. Donc voilà, donc il y a cette aile libérale, dans cette gauche jacobine, il y a le centre chevènementiste, l'aile libérale et l'aile anticapitaliste. Donc, je répète, l'aile anticapitaliste de la gauche jacobine, qui serait dans laquelle on pourrait ranger Mélenchon. Oui.
Voilà, Mélenchon. Le Monde Diplo. Une partie, c'est-à-dire l'aile Bernard Cassin, Voilà. Ignacio Ramonet. Donc en fait, ces gens qui sont d'ailleurs un peu les promoteurs de la démondialisation en France. Voilà, une forme de souverainisme républicain et anticapitaliste. Voilà, sont les principaux promoteurs et qui sont assez proches en fait d'une autre forme de gauche alternative qui elle aussi est souverainiste. Et souverainiste. Donc voilà. Donc du coup, on en arrive à cette troisième famille, voilà. La nouvelle gauche alternative, donc qui est l'héritière de la gauche socialiste il y a très longtemps, et dont vous dites, hélas, que c'est la plus divisée. Oui. Ça tombe mal. De toute façon, c'est un peu... Parce que c'est la mieux. C'est un peu toujours ça, le socialisme était déjà plus divisé que les autres. Enfin, il suffit de revenir au débat sur la première internationale avec Marx qui jarte Bakounine et ses disciples. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que quand vous dites qu'elle n'a jamais été aussi morcelée, j'ai l'impression que quand même c'est une maladie infantile. Enfin, c'est un truc. Voilà, et en plus elle est victime. Elle est un peu victime de ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences, c'est-à-dire on a toujours envie de taper sur celui qui est le plus proche de soi. Voilà, tout à l'heure on parlait de Michak, quand on voit que Lordon, Boltanski et Limy lui ont tapé dessus. Alors qu'en réalité, ils sont pas si éloignés que ça, même si effectivement il y a des vraies différences, il n'y a pas d'égalité entre eux, mais voilà, c'est pas l'intellectuel qui est le plus éloigné d'eux, mais pourtant ils l'ont quand même attaqué, donc voilà. Très férocement, parfois. Donc, alors juste pour cette nouvelle gauche alternative, vous la divisez en trois sous-parties. Voilà. L'altermondialiste, qui est la plus modérée, dont on a un peu parlé. Voilà, qui grosso modo la dominante, mais la plus déclinante aussi. Voilà. Juste pour situer, vous dites qu'elle est représentée par les économistes atterrés, façon Sterdignac, Askenazi, Coutreau, Arribet. Pour moi, Arribet c'était un marxiste un peu. Mais bon. On va pas. Voilà. Mais les économistes atterrés sont un peu par là, c'est-à-dire ils sont pas radicalement antiproductivistes, ils remettent pas en cause la mondialisation ou la croissance. Et d'après vous, c'est l'échec de Syriza qui aurait marqué le début du déclin de l'hégémonie de cette gauche. Oui. En fait, il y a le discours démondialiste qui est en train de monter depuis un certain moment, mais je pense que Syriza a sûrement accéléré les choses parce que voilà l'échec de Syriza qui est très représentatif en fait de cette gauche, mais en Grèce. Montre que ça va pas marcher, que ce manque de radicalité face aux institutions européennes qui elles sont très radicales dans leur libéralisme autoritaire. Donc face à ça, Syriza a manqué de radicalité et finalement en est devenue impuissante. D'accord. Donc deuxième sous-catégorie de cette gauche alternative, la gauche alternative souverainiste. Donc vous dites qu'elle a le vent en poupe, même si elle est toujours vue d'un mauvais œil par une autre partie de la gauche. Voilà. Là-dedans, on peut mettre Aurélien Bernier, Lordon, Ruffin, Cédric Durand. Et Mélenchon aussi. Oui, voilà. Et cette gauche souverainiste qui, pareil, ne forme pas un bloc. Parmi eux, on trouve un Bernier qui est plutôt décroissant. Ruffin aussi se revendique de la décroissance aujourd'hui. Lordon n'a pas d'avis sur la question. Peut-être qu'il en a un, mais on le sait pas. En tout cas, dans la malfaçon, en tout cas, il commençait la malfaçon en disant que pour l'instant, ce n'était pas la question, celle de la croissance. Cédric Durand, qui en fait est plutôt proche, on va dire, d'une gauche alternative assez traditionnelle. Qui en est venu à une critique de l'Union européenne très intéressante, enfin voilà, qui n'a pas d'unité en soi non plus, qui d'ailleurs a tenté de s'unir, ça j'en parle à un certain moment dans mon livre, qui a tenté de s'unir pas ces intellectuels-là, mais les militants de différents partis, plusieurs fois ont tenté de s'unir, ont essayé de monter des think tanks, des associations, etc. Mais ça n'a jamais pris jusqu'à présent, quoi. Voilà. Ouais. Et ça n'a jamais pris parce qu'il y avait aussi des tentatives d'alliance avec certains souverainistes de droite. Alors ça, c'est sur quelques cas particuliers, effectivement, il y a eu des tentatives d'alliance un peu. Mais en gros, c'est le principal reproche. Enfin, c'est toujours la critique qu'on fait. C'est le souverainisme, c'est un truc nationaliste.
nationalistes Exactement. de droite, donc la gauche n'a pas y touché, d'où les bouquins de Corcuf, oui, voilà, sur le retour voilà, aux de années Jean-Louis 30. Amstel, etc. Oula, ne prononcez pas ce nom ici. Qui a aussi écrit de très bonnes choses, hein. Mais bon. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Ouais. Voilà. Mais voilà. Et donc voilà, oui, mais en fait cette gauche souverainiste, de plus en plus, on la voit aussi très autonome. Lordon tient à différencier vraiment ce qu'il appelle un souverainisme de droite, un souverainisme de gauche. Il y a ce très bon texte sur son blog qui s'appelait Ce que l'extrême droite ne nous prendra pas, où il faisait vraiment le distinguo. Un Ruffin se met vraiment dans les pas de la gauche. Un Bernier, pour lui, explique en fait le souverainisme en soi ne vaut rien, il ne vaut que s'il est couplé à la démondialisation et à la coopération internationale. Donc il reste fondamentalement internationaliste. Donc voilà. Mais alors vous faites encore d'autres lignes de fracture au sein de cette gauche souverainiste. D'ailleurs, en fait, oui, c'est ça. Il y a les internationalistes, en deux mots. Voilà. La souveraineté populaire ou souveraineté nationale, voilà. Mais vous rajoutez là-dedans ceux qui adhèrent au gauchisme culturel, ceux qui estiment que le social doit primer sur le sociétal, et ceux qui affichent une sorte de conservatisme de gauche. Et là, c'est vrai que le narcissisme des petites différences entre ceux qui adhèrent, voilà, au gauchisme culturel et ceux qui affichent une sorte de conservatisme de gauche, on se déteste. Exactement. Voilà, c'est-à-dire il y a une partie en fait de cette gauche souverainiste qui a été plus loin que remettre en question le dogme européen, mais qui se dit, voilà, je parle de conservatisme de gauche, ce qui en fait reviendrait à peu près à ce qu'est la ligne du comptoir dont on parlait tout à l'heure, voilà, qui en fait critique aussi, qui pense en fait, qui n'est pas contre le sociétal en tant que tel, mais qui pense que certaines limites doivent y être opposées, que en fait, genre, pour être concret, la GPA, non. Non, voilà. Non, ni même la PMA. Ni même la PMA, voilà. En fait, d'accord. Voilà. Comme José Bové, par exemple. Comme José Bové, effectivement, oui. Ou comment il s'appelle, Noël Mamère. Enfin, Noël Mamère a dit, c'est un peu plus compliqué parce que Noël Mamère a dit que c'était pas vraiment écologique, la GPA et la PMA. Il a dit que au sein des Verts, ce qui était dommage, c'est que seules les commissions LGBT tranchaient des questions éthiques, mais en même temps, il n'y est pas opposé pour autant, quoi. Mais voilà. Mais effectivement, José Bové s'inscrit plus ou moins dans le même courant de pensée sur certains points. On est des fans de Jacques Ellul, enfin voilà. Donc il y a ça, et puis donc ceux qui seraient du côté du gauchisme culturel, qui en fait qui serait très typique de la gauche altermondialiste normale, mais juste qui a compris que, ou en tout cas qui pense que l'Union européenne en soi est un problème qu'on ne peut pas réformer de l'intérieur, et donc à cette critique de l'Union européenne, quoi. On trouve des gens comme ça chez Ensemble notamment, voilà. Ça serait des gens, par exemple la Nuit debout, c'est des gens qui étaient pour sortir de l'Union européenne, de l'euro, mais qui organisaient des commissions non mixtes. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord, oui. Très bien. Et alors juste pour finir très vite, parce qu'on est déjà très très long, pardon, dans la troisième famille de cette gauche alternative, parce que on en parle pas assez. La gauche d'action directe. La gauche d'action directe, qui elle aussi est très diverse, mais dont vous distinguez en gros deux branches, l'insurrectionnaliste, le comité invisible. Voilà, cette ligne, les zadistes, donc ceux qui s'organisent pour défendre, s'opposer à un grand projet capitaliste, voilà. Et les pacifistes qui s'organisent sans faire de bruit sous les radars. Voilà, avec les AMAP qui s'organisent. Cette famille qui est une famille que je trouve très intéressante, que ça soit celle qui s'auto-organise en essayant de créer des collectivités anticapitalistes, mais aussi tout ce qui est zadisme, c'est-à-dire que voilà, ces gens qui sont prêts à s'opposer là frontalement à un projet capitaliste. Et est-ce que finalement les zadistes c'est pas les plus efficaces et les plus respectables, parce que de fait Notre-Dame-des-Landes on l'a pas.
Oui, alors oui et non parce que oui effectivement les zadistes il y a un courage en fait du zadisme très respectable, c'est intéressant. Le problème, moi je pense fondamental du zadisme, c'est qu'en fait il y a une opposition mais que le zadisme ne permet pas à la société de basculer vers l'anticapitalisme. Je m'explique. On s'oppose à moins de réussir à créer des ZAD partout, mais ce dont j'ai du mal à y croire, en fait, il y a un problème de manque de projet politique, pas de projet politique au sens l'action n'est pas politique, mais de projet de société un peu plus global en fait. Ce qui vous manque, c'est la théorie en fait. Vous voudriez qu'il y ait un livre, une théorie zadiste. Il y a la théorie dont et vous puis pourriez parler dans le comptoir. Exactement. Non, parce que je pense que oui, parce que un truc, je pense que toute une révolution n'est possible que quand il y a la rencontre d'une théorie et d'un mouvement radical, d'un mouvement social qui se rencontrent. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a le problème de l'organisation, c'est-à-dire que les zadistes s'auto-organisent en fait au niveau local. Au niveau ultra local d'ailleurs, mais il y a un problème en fait d'organisation. Comment réussir à trouver une stratégie efficace pour implanter le zadisme partout. Je suis pas léniniste, mais le zadisme ne répond pas à la question très bien posée par Lénine, que faire, voilà. D'accord. Alors on va conclure parce que voilà, il y aura plein de choses à dire encore, mais donc vous dites parce que finalement la question importante du livre c'est est-ce que le clivage, enfin c'est une question importante, mais est-ce que le clivage gauche-droite est dépassé parce que la droite, parce que la gauche n'existe plus en tant que telle? N'existe plus, voilà. Est-ce que de un ce clivage est obsolète? Si oui, par quoi on le remplace? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour réactiver, enfin pour unir une gauche qui existerait en tant que camp face à une droite. Alors moi, ma première tentation, c'est de rejoindre Cornelius Castoriadis, dont je parlais, le grand théoricien de socialisme ou barbarie, et de dire qu'en fait il écrivait déjà en 1986, après 5 ans de mitterrandisme, qu'il y a bien longtemps en fait que gauche et droite ne correspondent plus au vrai clivage de la société, ni à des projets de société radicalement opposés. Disant voilà quelle différence entre Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, entre Chirac et Chevènement. Enfin voilà, je suis tenté en fait d'aller vers là, de dire voilà, aujourd'hui le clivage gauche-droite n'existe plus. Qu'est-ce qu'on va retrouver à la place? Aujourd'hui, j'ai par contre plus de mal à retrouver un nouveau clivage structurant. Vous satisfait. Vous proposez gauche progressiste, souverainisme versus mondialiste. Et j'explique en fait il y a trop de différences entre souverainistes de gauche et souverainistes de droite. C'est-à-dire qu'il y a l'opposition à un ennemi commun, mais il manque un truc, ce sont les valeurs communes et un projet de société commun. Voilà, donc ce clivage qui a été tenté par certains, pour moi, est une erreur. Voilà, je tente. Tenté par Sapir, par exemple, enfin, oui. Genre. Voilà. En fait, le clivage que je trouverais le plus intéressant, c'est celui qui a été posé par Dany Robert Dufour, qui dit il y aurait en fait les postmodernes, les réactionnaires et les néo-réactionnaires et les néo-résistants. Ouais. Moi, je dirais plutôt que juste postmoderne, je dirais le gros bloc libéral, donc qui défend le capitalisme avec toutes ces nuances en fait, ces nuances qui peuvent être républicaines, qui peuvent être ultralibérales, qui peuvent être postmodernes, mais qui peuvent ne pas être postmodernes, juste modernes, etc. Il y a les néo-réactionnaires ou les identitaires, voilà, ceux qui sont qui défendent en fait l'identité de la France blanche, européenne, etc. Et puis ceux que j'appelle donc les néo-résistants, qui sont en fait ceux qui s'opposent radicalement au capitalisme et voilà, qui veulent prôner un retour en arrière. Voilà, qui ne prônent pas un retour en arrière, mais un changement de trajectoire en fait. Voilà, disons en gros le sens dans lequel on va n'est pas le bon, et voilà, il va falloir en dévier quoi. Mais en fait, ce clivage qui pour moi serait vraiment le plus intéressant, ce but à quelque chose, c'est en fait il y a quand même une persistance du clivage gauche-droite, parce que qui est plus que juste un camp politique, qui est en fait une culture politique, enfin qui est plus que deux camps politiques, mais ce sont deux cultures politiques, c'est-à-dire que en fait il existe l'homme de droite et l'homme de gauche, et finalement voilà, des hommes de gauche, même quand ils ne pensent quand ils n'ont rien en commun, ont certaines psychologies communes. C'est un état mental de gauche. Et voilà, et je dis en fait que le clivage gauche-droite est un peu un fantôme qui continue de hanter notre vie politique quoi. Donc il a beau
être mort, il est toujours là, et un en plus. concept zombie. Ouais, c'est ça, c'est un concept zombie. Todd, lui, dans une interview au JDD, disait il y a deux axes sur lesquels on doit se situer, le patriotisme et le clivage gauche-droite. Et lui se définissait comme un patriote de gauche. Oui. Ça vous va, ça? Oui, mais j'ajouterais aussi la question, en fait, une question qui pour moi est celle du progrès, c'est-à-dire comment on se situe par rapport à la question du progrès. Est-ce qu'on considère que tout ce qui arrive sera forcément mieux? Est-ce qu'on pense qu'il faut retourner en arrière, ou est-ce qu'on pense effectivement qu'il faut dévier de trajectoire, quoi? Voilà, là-dessus, je dirais que je suis, je sais pas, peut-être un patriote de gauche non progressiste. Ça commence à devenir compliqué, donc voilà. C'est indémerdable. Mais d'accord. Et alors, pardon, une question subsidiaire qu'on coupera peut-être si jamais la réponse ne nous satisfait pas. Hors série, vous le situeriez où dans cette... Du côté de la gauche alternative, mais qui va un peu partout à la gauche alternative. Quand on a Lordon, on peut avoir Lordon, on peut avoir Auria Boutelja, Renaud Garcia. D'accord. Voilà, donc ça c'est large. On a fait une jonction. Exactement. On a réussi à réunir non sans mal parfois. Hein. Oui. C'est pas facile tous les jours. Voilà. À réunir cette belle famille donc de la de la gauche alternative. Voilà. Ah ouais, non, c'est bon. Okay. La gauche alternative, qui est un peu détroit, du souverainisme, de l'intermondialisme. Oui, vous avez Azan vous a donné une interview ou pas? Oui, voilà. Donc vous avez la branche insurrectionnaliste. C'est bon, on a le bingo, on a le loto. Ok, super. Bon bah voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Kevin pour cet entretien. C'était votre premier entretien vidéo. Je suis bien contente d'avoir été la première. Et puis, longue vie au comptoir. Et à la guerre des gauches. Et à la guerre des gauches, voilà, en espérant que ça va pas trop mal se terminer, tout ça. À bientôt. Je sais pas quand je reviens, on dirait ça une autre fois, je sais plus. Ok, salut, merci.